Chapitre 24. Désespoir. La sorcière était à mes trousses, et elle gagnait du terrain. Je courais à perdre haleine, cherchant désespérément à lui échapper. Des branches me fouettaient le visage, les doigts morts me caressaient le front, les doigts des ombres, les doigts des pendus. Les ombres ne sont pas que des fantasmes. Les ombres ne sont que des fantasmes, des images sans substance. Mais elles puisent dans la peur des vivants force et consistance, et j'étais terrifié. La sorcière tueuse me terrifiait. La mort qui me poursuivait sous cet arbre me terrifiait, et ma terreur nourrissait l'obscur. Je n'en pouvais plus. J'obligeais pourtant mes jambes à me porter jusqu'au sommet de la colline. Si j'y parvenais, j'avais un faible espoir de m'échapper. La descente serait plus facile. À la sortie du bois se dressait la clôture qui bordait nos pâturages. Une fois cette limite franchie, je ne serais plus qu'à un demi-mille à peine de notre cour et de la porte de la cuisine. Grimper 2 étages, tourner la clé dans la serrure, entrer dans la chambre de maman, refermer la porte et j'étais sauvé. En aurais-je le temps? Grimalkin pouvait me tirer en arrière au moment où je sautais la barrière. Elle pouvait me rattraper au milieu de la pâture ou dans la cour. En supposant que je grimpe jusqu'au grenier, il me faudrait le temps d'ouvrir la porte. J'imaginais mes doigts tremblants, essayant d'introduire la clé dans la serrure, tandis que les pas de la sorcière résonnaient dans l'escalier. Attendrais-je seulement la barrière? Atteindrais-je seulement la barrière? Je la voyais se rapprocher, j'y étais presque. La sorcière dévalait la pente derrière moi. Fais demi-tour et bats-toi, me dit une voix dans ma tête. Mieux vaut affronter l'adversaire de face que d'être poignardé dans le dos. Mais avais-je la moindre chance contre une meurtrière exercée, une sorcière qui avait mis tous ses talents dans l'art de tuer? Ma main droite crispée sur le bâton de l'épouvanteur, ma main gauche serrée sur ma chaîne d'argent, enroulée autour de mon poignet et prête à l'usage, je continuais de courir. La lune déversait, la lune déversait sa lumière sanglante à travers le feuillage. J'avais presque atteint l'orée du bois quand j'entendis la créature haleter dans mon dos. Comme je sortais du couvert des arbres, la sorcière bifurqua soudain et m'attaqua de flanc, un poignard dans chaque main. Les lames nues jetèrent un éclair rouge. Je reculai vivement et lançai ma chaîne. Hélas, mes heures d'entraînement ne me servirent à rien. J'étais trop épuisé, trop affolé. La chaîne tomba dans l'herbe, inutile. Dans un sursaut désespéré, je fis face. J'étais perdu, et je le savais. À peine avais-je encore la force de brandir le bâton d'épouvanteur. 2,21 gigawatts. Et merci, Chax, ton 10e mois. Merci pour le cadeau et pour le soutien. Dans un sursaut désespéré, je fis face. J'étais perdu, et je le savais. À peine avais-je encore la force de brandir le bâton de l'épouvanteur. Mon cœur tambourinait contre mes côtes. Chaque inspiration me déchirait la poitrine. La tête me tournait. Je vis alors Grimalkin pour la première fois. Elle était vêtue d'un sarrau noir noué à la taille. Sa jupe ouverte en deux était attachée autour de ses jambes pour lui permettre de courir aisément. Des lanières de cuir se croisaient autour de sa poitrine. Des fourreaux y pendaient contenant des lames de toutes les tailles, des crochets, des outils divers. Je me souvenais des ciseaux gravés sur le tronc du chêne, un instrument conçu pour tailler la chair et les os. Or, la sorcière portait au cou un collier d'ossements, des phalanges humaines. D'autres pendaient à ses oreilles, les trophées pris sur les malheureux qu'elle avait massacrés. Étrangement, je lui trouvais une sorte de beauté cruelle, sauvage. On avait des picotements dans les gencives. Lorsque ses lèvres peintes en noir s'entr'ouvrirent en un simulacre de sourire, je découvris ses dents aiguisées en pointe et les paroles de Tim me revinrent en mémoire. Je regardai dans la bouche de la mort. Tu me déçois, dit Grimalkin en s'adossant au tronc d'un arbre. Elle tenait ses couteaux devant elle, les longues lames croisées à la hauteur de ses genoux. J'ai tellement entendu parler de toi que, en dépit de ta jeunesse, j'espérais mieux. Mais tu n'es qu'un gamin, je le vois, peu digne de mes talents. Quel dommage que je ne puisse attendre que tu deviennes un homme. Puisant dans cette réflexion une faible lueur d'espoir, je suppliai. En ce cas, laissez-moi aller. On m'a dit que vous aimiez tuer les victimes qui vous résistent. Pourquoi ne patientez-vous pas? Quand j'aurai grandi, quand j'aurai appris à me battre, nous nous retrouverons. Laissez-moi vivre. Elle secouait la tête, une vraie tristesse au fond des yeux. Je fais ce qui doit être fait. J'aurais préféré que ce soit différent, mais... Elle lâcha l'arme qu'elle avait dans sa main gauche et la lame se figea dans le sol. Puis elle tendit le bras comme pour m'attirer contre elle. Approche, mon enfant, pose ton front contre ma poitrine et ferme les yeux. Ce sera rapide. Tu ressentiras une brève douleur à ton cou, aussi douce que le baiser d'une mère, et ta lutte contre cette vie si dure sera terminée. Fais-moi confiance, je vais te donner la paix. J'inclinai la tête en signe d'assentiment et m'avançai d'un pas, le cœur battant. Au deuxième pas, un flot de larmes me coula sur les joues et je l'entendis soupirer. Je fis alors passer le bâton de l'épouvanteur de ma main droite à ma main gauche, et rassemblant mes ultimes forces, je lui enfonçai la lame dans l'épaule, la clouant au tronc de l'arbre.
Elle n'émit pas le moindre son. La douleur devait être terrible. Pourtant, sa seule réaction fut un léger pincement des lèvres. Je lâchai la hampe de mon arme, qui se mit à osciller, et m'enfuis en courant. La lame s'était profondément enfoncée dans le bois, et le bâton était en sorbier. La sorcière ne se libérerait qu'au prix de pénibles efforts. J'avais une chance de me réfugier à temps dans la chambre de maman. Je n'avais pas fait 3 pas que mon instinct me força à me retourner. Grimalkin levait sa main droite, celle qui tenait encore un couteau. Avec une force et une rapidité stupéfiantes, elle me le lança à la tête. Je le vis filer vers moi comme au ralenti, rougeoyant dans la lumière de la lune. Rien ne pouvait le dévier de sa cible. Ce que je fis fut totalement inconscient. Je me concentrai, toute mon énergie focalisée sur le projectile, et je le saisis au vol. Ma main se referma sur le manche de bois, puis je le laissai l'arme tomber dans l'herbe. L'instant d'après, je franchissais la barrière et je traversais la pâture en hâte. La cour de la ferme était déserte, silencieuse. Notre voisin, M. Wilkinson, s'étant chargé des troupeaux et des chiens de mon frère, la chose n'avait rien d'étonnant. Néanmoins, je ressentais un pénible malaise. Une pensée angoissante me vint à l'esprit. Et si le démon était déjà là? S'il se tenait tapi dans un coin, s'apprêtant à me sauter dessus dès que je monterais l'escalier? Repoussant de mon mieux cette idée, je longeai la grange brûlée et marchai vers la porte de la cuisine. Le mur aurait dû être couvert à profusion de roses rouges, les roses de maman. Mais les fleurs desséchées, noircies, pendaient au bout de leurs tiges. Maman n'était pas là pour m'accueillir, ni papa. Ce qui avait été mon foyer ressemblait à une maison de cauchemar. Je m'arrêtai pour écouter. Aucun bruit. Je pénétrai dans la cuisine et escaladai les marches 4 à 4 jusqu'à la chambre de maman. Au temps de mon cou le lacet qui retenait les clés, j'introduisis la plus grande dans la serrure, les mains tremblantes. Une fois entré, je verrouillai la porte derrière moi et m'adossai contre le battant pour reprendre mon souffle. J'examinai la pièce vide, le plancher nu. Il faisait plus chaud ici que dehors. Je retrouvais la tiédeur habituelle d'une nuit d'été. J'étais en sécurité. En sécurité? Cette chambre avait-elle vraiment le pouvoir de me protéger contre Satan en personne? Je commençais à en douter quand une phrase de maman me revint en mémoire. Si tu fais preuve de courage, si ton cœur reste pur, ce lieu sera une forteresse contre l'obscur. Je me montrai aussi courageux que possible dans ces sinistres circonstances. Je n'étais pas sans peur, mais qui l'aurait été? Seule l'allusion à mon cœur pur me troublait. Ces derniers temps, j'avais beaucoup changé. Insensiblement, la volonté de survivre m'avait poussé à trahir les principes dans lesquels j'avais été élevé. Mon père m'avait enseigné à n'avoir qu'une parole. Or, je n'avais jamais eu l'intention de respecter le marché passé avec Mab. Pour de bonnes raisons, certes. Cependant, je l'avais trompée. Et le plus étrange, c'était qu'elle, Mab, qui appartenait à l'obscur, tenait ses engagements. Et puis, il y avait Grimalkin. Elle avait son propre code d'honneur, et pour la vaincre, j'avais usé de fourberie. Était-ce l'explication de mes larmes soudaines que j'avais fait mine de consentir à sa mortelle étreinte? Une émotion incontrôlable m'avait submergé, et Grimalkin m'avait baissé sa garde, croyant sans doute que je pleurais de peur. Et si j'avais versé des larmes de honte, parce que je m'éloignais encore de mon père, parce que je m'éloignais encore de ce que mon père attendait de moi? Si mon âme avait perdu sa pureté, la chambre ne me protégerait pas, mes mensonges n'auraient qu'un peu retardé le moment de mon as... Euh, et mes mensonges n'auraient qu'un peu retardé le moment de mon anéantissement. J'allai à la fenêtre, elle donnait sur la cour, et sous la lumière rouge de la lune, je voyais les ruines noircies de la grange, les enclos vides, et la pâture qui s'étendait jusqu'au pied de la colline du pendu. Rien ne bougeait. Je revins au centre de la pièce, ma nervosité grandissait. Verrais-je le démon approcher? Et si oui, sous quelle apparence? À moins qu'il ne se matérialise brusquement sous mes yeux? À peine cette idée m'avait-elle traversé que montèrent du dehors des bruits effroyables, des coups violents frappés contre les murs, et la maison trembla. Le démon tentait-il d'entrer, de creuser une brèche entre les pierres? Puis un martèlement sourd retentit au-dessus de ma tête. On marchait sur le toit. Des tuiles s'écrasèrent dans la cour. Je perçus des grognements, des mugissements semblables à ceux d'un taureau en colère. Je me précipitai de nouveau à la fenêtre, mais ne vis rien. Rien du tout. Le vacarme cessa aussi soudainement qu'il avait commencé. Dans le profond silence qui suivit, la maison me parut retenir son souffle. Les bruits reprirent à l'intérieur cette fois. En bas dans la cuisine, on fracassait de la vaisselle, on renversait le contenu des tiroirs, des couteaux rebondissaient sur le carrelage. Cela cessa aussi. Alors monta le grincement rythmique et familier du rocking-chair de maman. Je l'avais tant de fois entendu lorsque j'étais enfant. Mon cœur bondit. Elle était revenue. Maman accourut à mon secours et tout irait bien à présent. J'aurais dû avoir confiance. Jamais elle ne m'aurait laissé affronter seule de telles horreurs.
Je saisis ma clé, prêt à déverrouiller la serrure et à m'élancer dans l'escalier. À la dernière seconde, je me souvins que le fauteuil de maman avait été mis en pièces par les sorcières quand elles avaient dévasté la maison. La vaisselle avait déjà été brisée, les couteaux dispersés sur le carrelage. Ce n'étaient pas des bruits trom- Ce n'étaient que des bruits trompeurs créés pour m'attirer hors de mon refuge. Les grincements se turent à leur tour, et un autre bruit s'éleva plus proche dans l'escalier, un claquement de pattes sur les marches, accompagné d'un grondement rauque et plein de rage. Des griffes se mirent à gratter derrière le battant, timidement d'abord, comme un chien attiré par une odeur alléchante cherchait à se... Comme un chien... Attends. Comme un chien attiré par une odeur alléchante cherche à se faire admettre dans la cuisine. Puis le mouvement s'exaspéra, au point que je craignis que le bois déchiqueté volât en morceaux. Ce qui était là sur le palier était beaucoup plus gros qu'un chien, je le sentais. Une puanteur de mort et de décomposition assaillit mes narines. Horrifié, je reculai au fond de la pièce, à l'instant où une masse se jetait lourdement contre la porte, qui gémit et plia sous la pression. Je m'attendais à chaque seconde à la voir se briser et s'ouvrir à la volée, mais la chose, derrière, se découragea, et je n'entendis plus qu'une respiration haletante. Ce bruit lui-même finit par s'éloigner, et je commençai à croire à l'efficacité de la protection créée par maman. Peut-être étais-je sauvé après tout. Le démon lui-même ne pouvait m'atteindre. Ma peur reflua lentement, remplacée par une immense lassitude. J'étais si épuisé que j'arrivais difficilement à garder les yeux ouverts. Je m'étendis sur le dur plancher de bois, en dépit de l'inconfort. Je sombrai dans un profond sommeil. Avais-je dormi quelques heures ou quelques minutes? Je n'aurais su le dire, mais quand je m'éveillai, rien n'avait changé. Derrière la fenêtre s'étendait le même paysage de cauchemar, immobile, lugubre, hors du temps. Non, il y avait eu au moins un changement. Le sol était recouvert de gelée blanche. La lune rouge lune rouge allait-elle luire dans le ciel pour toujours? Le soleil ne se lèverait-il plus jamais? Dans la chambre régnait encore la bonne chaleur d'une nuit d'été, mais le givre envahissait les carreaux, les opacifiant peu à peu. Je posai la main dessus. Le froid me mordit la peau. Je soufflai sur le verre jusqu'à former un petit cercle transparent pour avoir un œil sur l'extérieur. Étais-je pris au piège dans une sorte d'enfer sur terre? Le démon avait-il causé plus de dégâts que l'épouvanteur ne l'avait prévu, créant un domaine glacé sur lequel il régnerait éternellement? Pourrais-je jamais quitter, sain et sauf, la chambre de maman? Un affreux sentiment de défaite et d'abandon m'envahit. J'avais la bouche desséchée car je n'avais pas emporté d'eau. Quel idiot! J'aurais dû y penser et me préparer un peu mieux. Pour rester dans cette chambre le temps qu'il fallait, j'avais besoin d'eau et de nourriture. Mais tout s'était passé si vite. Depuis que j'avais pénétré sur le territoire de Pendle avec l'épouvanteur, j'avais dû affronter menace après menace, danger après danger. J'arpentais la pièce de long en large. Je n'avais rien d'autre à faire. Aller d'un mur à l'autre et recommencer, mes bottes sonnant sur le plancher. À force, je sentis mon monter un violent mal de tête. Cela m'arrive rarement, mais celui-ci était vraiment sérieux. Un étau me serrait le crâne et le sang battait douloureusement dans mes tempes. Résisterais-je encore longtemps? Même si les heures s'écoulaient, cela ne ressemblait pas à mon expérience habituelle du temps. Une pensée me vint alors, une pensée noire. Maman avait protégé cette chambre, et le démon ne pouvait y entrer. Mais qu'est-ce qui l'empêchait d'agir à l'extérieur? Il avait déjà changé le monde, du moins la parcelle que je voyais de ma fenêtre. À l'extérieur, la fenêtre, les arbres, les animaux, les gens, tout était en son pouvoir. Pourrais-je jamais sortir d'ici? Peut-être le monde ne reviendrait-il normal que lorsque je sortirais? Des idées de plus en plus sombres envahissaient mon esprit en dépit de mes efforts pour les repousser. Tout cela avait-il un sens? On naissait, on s'activait quelques années, on vieillissait et on mourait. Et après? Tous ces pauvres gens du comté et du reste de la terre qui vivaient leur petite existence avant d'être couchés dans la tombe. À quoi bon? Mon père était mort, il avait travaillé dur jour après jour, et chacun de ces jours l'avait rapproché de sa fin. Le tombeau, c'était là que nous allions tous, peut-être pour être enfouis dans la terre et dévorés par les vers. Le pauvre Billy Bradley avait été l'apprenti de l'épouvanteur avant moi. Un gobelin lui avait mangé les doigts et il était mort d'hémorragie. Et où était-il maintenant? Au fond d'une fosse, pas même dans un cimetière? Il avait été enterré à l'extérieur parce que l'Église ne nous traitait pas mieux que la plus pernicieuse des sorcières. Ce serait aussi mon destin, une tombe dans un sol non consacré. Et le père Stock, qui n'avait même pas encore eu de funérailles, son corps gisait toujours sur un lit, à Reed Hall, pourrissant lentement entre les draps. Il avait consacré sa vie à faire le bien, comme mon père. Autant en terminer tout de suite, pensai-je. Autant quitter la chambre de maman. Une fois mort, je n'aurais plus à m'inquiéter de rien. Plus de douleur, plus de mal de tête. Tout plutôt que de demeurer emprisonné ici, jusqu'à périr de faim et de soif. Oui, mieux valait sortir et que ce soit fini. J'avançais déjà vers la porte, la clé à la main, quand un froid soudain me fit frissonner. Je connaissais cet avertissement, quelque chose approchait.
qui n'était pas de ce monde. Dans un coin à l'opposé de la porte, une tremblante colonne de lumière commençait à se former. Je reculai. Était-ce un fantôme ou une créature de l'obscur? Je vis d'abord se matérialiser des bottes de marche, puis une soutane noire. Un prêtre? La tête se dessina, le visage, un regard incertain se posa sur moi, et je reconnus le père Stock. Mais était-ce bien lui? Je frissonnai de nouveau. J'avais déjà rencontré des êtres qui savaient changer d'apparence. Le démon était fort capable d'emprunter des traits familiers pour mieux me tromper. Je m'efforçais de maîtriser ma respiration. Maman m'avait assuré que rien de mauvais ne pouvait pénétrer ici. Croire à sa parole, c'était tout ce qui me restait. Quelle que soit cette apparition, elle n'était pas maléfique. « Je suis désolé, père, m'écriai-je. Si désolé de n'être pas arrivé à temps pour vous sauver. J'ai fait tout mon possible et je suis revenu avant la tombée de la nuit, mais il était déjà trop tard. » Le père Stock hocha tristement la tête. « Tu as fait de ton mieux, Tom, je le sais. Mais à présent, je suis perdu et j'ai peur. J'ai erré dans un brouillard gris pendant une éternité. À un moment, j'ai cru apercevoir une faible lumière au loin, mais elle a vacillé et s'est éteinte. Et je ne cesse d'entendre des voix d'enfants qui crient mon nom. Oh, Tom, ce sont des voix d'enfants que je n'ai pas eues. Les petits jamais nés qui m'appellent. J'aurais pu être un vrai père, Tom, pas un prêtre, et je ne le serai jamais. Pourquoi êtes-vous ici, père? Pourquoi me visiter? Est-ce pour m'aider? Il eut un air ahuri. Je suis là, Tom, voilà tout. Je n'ai pas choisi de venir, hein, peut-être quelqu'un m'a-t-il envoyé. J'ignore pourquoi. Vous avez mené une belle vie, père, lui dis-je en m'approchant plein de compassion. Vous avez aidé tant de gens, vous avez combattu l'obscur, vous pouviez faire plus. Que pouviez-vous faire de plus? Aussi, allez, prenez soin de vous-même et oubliez-moi. Cherchez la lumière. Je ne sais pas comment, Tom. J'ai essayé de prier, je n'ai trouvé au fond de moi que nuit et désespoir. Oui, j'ai combattu l'obscur, mais j'ai échoué. J'aurais dû comprendre qui était Wormeld. Je me suis laissé aveugler par ses artifices, comme Noël. Moi, pourtant, j'aurais dû être plus clairvoyant. J'ai failli à mon devoir en tant que prêtre, et n'ai pas su utiliser ce que l'épouvanteur m'a enseigné. Mon existence est un échec, j'ai vécu pour rien. La détresse du malheureux père Stock m'avait éloigné de mes propres angoisses. Je ne pouvais l'abandonner dans un tel tourment. Je savais comment mon maître s'y prenait avec les âmes en peine qui n'arrivaient pas à passer de l'autre côté. Si une bonne discussion ne donnait rien, il leur demandait d'examiner leur vie, d'évoquer des moments heureux. Généralement, cela les libérait des liens qui les retenaient dans notre monde. Écoutez-moi, père Stock, dis-je. Vous étiez un épouvanteur autant qu'un prêtre. Souvenez-vous de ce que John Gregory vous a appris. Pensez à un souvenir heureux. Concentrez-vous, quel a été votre plus beau jour sur cette terre? Les traits du prêtre se troublèrent et faillirent s'effacer. Puis ils se matérialisèrent de nouveau. L'air pensif, il reprit. Un matin, je me suis réveillé et j'ai regardé autour de moi. J'étais allongé dans un lit, un rayon de soleil entrait par la fenêtre, et des grains de poussière dansaient dans la lumière, scintillant comme un millier d'anges. Je n'arrivais plus à me rappeler ce que je faisais là. J'avais oublié jusqu'à mon nom. Je n'avais aucune inquiétude, je n'étais que conscience pure. J'étais soulagé du fardeau de la vie, libéré de toute tâche et de tout devoir. Je me sentais heureux et comblé. C'est exactement ce que vous ressentez maintenant, lui assurai-je, reprenant l'idée qu'il venait d'exprimer. Et vous avez trouvé la lumière. Sa bouche s'ouvrit d'étonnement. Puis un sourire plein de joie illumina son visage. Il disparut lentement, et je le regardais s'estomper en souriant moi aussi. Cela faisait bien longtemps que je n'avais pas souri. Je venais de donner la paix à mon premier fantôme. Quant à la lumière, la chambre de maman en fut soudain emplie. À l'instant où l'image du père Stock s'évanouissait, un éclatant rayon de soleil traversa la vitre, et j'y vis danser des particules dorées exactement comme le prêtre les avait décrites. Je pris une longue inspiration. Je me rendais compte à quel point j'avais été déprimé. Le démon n'avait pas pu pénétrer dans la chambre, mais il s'était infiltré dans mon esprit, me poussant au désespoir pour que j'ouvre la porte et me mette à sa merci. Le fantôme du père Stock était apparu juste à temps, m'aidant à oublier ma propre détresse. J'avais réussi l'épreuve. Mon intuition m'assurait que je pouvais quitter la pièce sans crainte. J'allais à la fenêtre, la lune sanglante avait disparu. Le cauchemar était fini. Le temps avait repris son cours. 2 jours avaient dû s'écouler depuis que le démon avait franchi le portail. Nous étions donc le 3 août, et c'était mon anniversaire. J'avais 14 ans. Le ciel était bleu, l'herbe verdoyait, on ne voyait plus trace de givre. Tout cela n'avait été qu'une illusion destinée à me désespérer pour me tirer hors de mon refuge. J'aperçus alors 2 silhouettes descendant côte à côte de la colline du pendu. L'une d'elles boitait, malgré la distance, je l'ai reconnue. C'était Alice et l'épouvanteur. Mon maître portait 2 sacs et 2 bâtons. Puis je remarquai une chose étrange. Une tranchée sombre partageait le bois en deux, telle une cicatrice.